Alors, est-ce que la Chine ressemble aux États-Unis des années 80, la Chine actuelle? Stéphane Vontreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial distribution chez JP Morgan Asset Management. On va peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas dans le détail cette maison, replacer un petit peu les forces en présence. JP Asset Management, JP Morgan Asset Management, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? C'est une très grande maison, hein. C'est plus de 2100 milliards d'actifs sous gestion. On est implanté dans une trentaine de pays aujourd'hui, hein, donc l'idée c'est d'avoir non pas, alors bien sûr notre maison mère est américaine, puisque c'est la première banque américaine en termes de capitalisation et en termes d'actifs gérés pour compte de tiers. Et pour ce qui concerne la gestion d'actifs, c'est justement ce maillage très international, très vaste, mis en œuvre par plus de 1000 gérants et analystes dans ces 30 pays, qui fait notre valeur et qui fait, je pense aussi, l'avance qu'on a pu prendre sur certains marchés historiquement en proposant une recherche profonde de qualité et en constituant un investisseur plus international qu'américain, c'est-à-dire en ayant cette multiculturalité qui fait partie de notre identité depuis la jeunesse du groupe, puisque depuis, il faut avoir en tête que notre entité londonienne est antérieure à notre entité new-yorkaise. Hein. Donc l'empreinte internationale, ça fait partie de l'ADN de JP depuis le 19e siècle. Bon, voilà un peu d'histoire. Alors, qu'est-ce qui fait que vous dites qu'il faut miser sur la Chine? Alors, bon, est-ce que ça ressemble aux États-Unis des années 80? Peut-être pas d'un point de vue culinaire, pas à tout point de vue, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un territoire qui, à nombre d'égards, peut le faire rappeler. Alors, en termes de perspectives de croissance d'une part, et puis aussi le niveau de maturité du marché. Les perspectives de croissance, elles ont été mises en lumière par la crise que nous avons traversée. Alors, vous pouvez me dire, la surperformance économique de la Chine, elle n'est pas récente, elle n'est pas nouvelle. Pour autant, ça n'a pas été une surperformance financière chronique. Ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies. C'est-à-dire qu'au-delà de la surperformance économique, qui repose de plus en plus sur un modèle endogène et non pas exportateur. Ça se traduit en bourse, c'est ça que vous voulez dire, de façon financière. Ça peut se traduire en bourse précisément parce que depuis l'an dernier, il y a une ouverture des marchés de capitaux chinois pour les investisseurs internationaux que nous sommes et qui peuvent maintenant traiter plus facilement, plus largement. Alors nous, on avait la chance d'avoir une entité sur place qui nous permet de traiter depuis le début des années 2000, mais ça vient de s'ouvrir l'an dernier avec la capacité pour les internationaux d'investir sur le marché chinois en renminbi. Et donc c'est ça qui vous fait penser peut-être à Wall Street des années 80, ce côté un peu dérégulation, ouverture? L'ouverture, parce que justement, il y a un nombre croissant d'entreprises cotées sur le marché chinois. C'est malheureusement quelque chose d'assez unique sur les marchés financiers, puisqu'on a plutôt des attritions de cotes sur les marchés développés, et puis des marchés qui sont encore mal suivis, donc qui offrent autant de potentiel de performance et d'écart de performance, de génération de valeur pour les gérants, parce que ce marché est mal suivi précisément. Donc c'est de se dire que comme c'est un marché qui est finalement assez peu couvert par les investisseurs étrangers, il y a des opportunités peut-être plus fortes que les marchés très balisés qu'on connaît dans les économies développées? Absolument, c'est vrai qu'on le voit, il y a très clairement une gradation et ça se retrouve dans les performances passées, puisque le niveau d'alpha moyen, donc d'écart de performance des gérants par rapport à leur indice de référence est le plus important sur la Chine continentale et sur la plateforme chinoise en règle générale, et il est le plus faible sur les marchés américains, les marchés les plus efficients et les mieux suivis. D'autres facteurs qui motivent cet intérêt pour investir en Chine? En réalité, ils sont très nombreux. Il y a des facteurs techniques qui vont nous intéresser en tant que gérants, c'est-à-dire que la Chine, c'est aujourd'hui plus de 18% du PIB mondial, et pour autant, c'est détenu seulement à 0,7% par des investisseurs internationaux. Donc autant dire que le marché chinois est pour le moment complètement autodétenu, alors que c'est un bloc très important, et on a vu qu'il a très bien traversé la crise et qu'il repose de plus en plus sur une économie domestique. Ça signifie que son poids va croître dans les allocations des investisseurs internationaux. Cette réalité d'ailleurs, elle est mise en lumière par l'inclusion de la Chine de plus en plus importante dans les grands indices boursiers internationaux. Et là aussi, ça va provoquer un mouvement de fonds d'investissement. Puis enfin, ça va être le réceptacle d'une épargne très croissante sur le marché chinois. Pourtant, la Chine fait peur à certains égards parce que elle est assez lointaine pour nous, la première des raisons. Avec des codes différents, et puis avec une histoire. Je prends l'exemple récent de Jack Ma et Ant Capital qui a eu des petits problèmes pour se faire coter. Est-ce que vous pensez que les investisseurs ne sont pas à raison prudents vis-à-vis de cette classe d'actifs? La prudence est toujours une qualité, je pense, en tant qu'investisseur, il faut l'évaluer. En revanche, il faut le faire avec le prisme le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que, malheureusement, les malversations potentielles, même s'il n'y en a pas tous les jours, mais les écarts de gouvernance ne sont pas l'apanage d'une zone géographique ou d'une autre. Et malheureusement, nous en avons eu, y compris sur le marché européen, et y compris très récemment. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, il faut plutôt essayer d'avoir un regard, certes, assurément critique,
Mais la profondeur du marché chinois, c'est plus de 3000 titres cotés quand même, nous permet d'avoir un regard extrêmement discrétionnaire et d'avoir une allocation très fine de ce point de vue-là. Il y a un spectre très large, puisque justement c'est le champ de tous les possibles. Donc, en reprenant ce parallèle des années 80, effectivement, le spectre est très large, mais il y a toute une frange de valeurs de qualité qui nous permettent justement d'avoir un certain niveau de sérénité sur le sujet. Et du reste, ça fait partie des critères à prendre en compte, y compris sur ce marché, puisque en cas de déviance, si ça se passe mal d'un point de vue gouvernance ou environnemental, la sanction boursière est immédiate. À propos d'environnemental, il y a quelque chose d'incontournable pour les investisseurs actuellement, c'est le ESG, le RSE, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que c'est compatible avec la Chine? Est-ce que la Chine est digne des critères RSE et des standards RSE tels qu'on les conçoit en tant qu'investisseurs occidentaux? Déjà, sur les 3 piliers que constitue donc le ESG, alors là où la Chine, quelque part, fera office de meilleur élève parmi les trois piliers, c'est l'environnement. Puisqu'en fait, ils sont, dans une certaine mesure, d'un point de vue énergétique, natifs de la transition énergétique que nous connaissons. Donc pour eux, ce n'est pas une évolution, c'est intégré, c'est inhérent à leur nouveau modèle. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément que de mauvais disants. Là où effectivement, il va falloir avoir un regard plus aiguisé, c'est sans doute sur les aspects sociaux essentiellement, de gouvernance un peu moins, parce que la réalité c'est qu'il y a beaucoup des élites chinoises, notamment sur la partie business, qui ont une éducation assez anglo-saxonne, aux États-Unis en particulier, et donc du coup qui ont des critères de communication, de gouvernance qui sont relativement alignés avec ce qu'on peut connaître sur les marchés occidentaux. Sur le social, il faut être très attentif, notamment concernant la chaîne de valeur et tout ce qui est fournisseur. À propos des États-Unis, ce bras de fer qui est en train de monter entre ces deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis, cette guerre commerciale rampante ou pas, voire ces risques de guerre tout court. On a vu des manœuvres en mer de Chine où on a l'impression que chacun montre ses muscles. Est-ce que ça, c'est pas un facteur aussi de fragilité? Si, bien sûr. En tout cas, ça sera un facteur de volatilité dans les années à venir. C'est clairement un affrontement géopolitique inévitable. Et d'ailleurs, il y a un élément sur lequel il faut être très clair, c'est que l'élection de Joe Biden, de ce point de vue-là, ne change pas la donne, dans la mesure où les électeurs démocrates, comme les électeurs républicains, souhaitent préserver l'hégémonie économique des États-Unis le plus longtemps possible. Et donc, de ce point de vue-là, pour eux, les Chinois font office d'ennemis. Et donc, en revanche, il y aura cette lutte ponctuée d'accalmie, avec laquelle il va falloir s'habituer à vivre, parce qu'en réalité, elle est structurelle, cette lutte pour l'hégémonie du commerce mondial. Il faut souhaiter que l'Europe n'en fasse pas les frais, puisque de ce point de vue-là, c'est un terrain de jeu idéal entre ces deux grands blocs assez homogènes. C'est un petit peu le risque majeur que l'on court à l'heure actuelle. Donc, il faudra apprendre à vivre avec, mais ce sera aussi un territoire d'opportunité, puisque la direction de long terme sur la Chine, elle est essentiellement donnée par les perspectives de croissance domestique et endogène. Donc, quelque part, ces chocs de volatilité et de gouvernance et avec les États-Unis nous donneront aussi des opportunités pour rentrer sur ce marché. Stéphane, dernière question. La collecte justement sur ce type de fonds, de produits, est-ce que vous la voyez fortement accélérée, vous, de votre point de vue chez JP Très fortement. Très fortement, on voit un engouement assez récent, je dois dire, qui s'est dessiné tout au long de l'année 2020 pour clairement s'accélérer en fin d'année et avec une nouvelle phase d'accélération assez exponentielle sur ce début d'année, puisque à titre d'exemple, pour une entreprise comme JP Morgan Asset Management en Europe, depuis le début de l'année, nos fonds chinois représentent plus des 2/3 de la collecte globale. Donc il y a vraiment un mouvement d'argent qui va, un flux d'argent qui va sur cette géographie. Et pour quel type de performance? Par exemple, en 2020, un fonds chinois, ça rapportait combien? Nos performances vont s'échelonner selon les produits entre 48 et près de 60%, selon les structures de frais et de devises. Donc 48% au minimum. Oui. Donc c'est assez, en effet... assez spectaculaire, avec un démarrage qui est assez en sillage, puisque le China Fund, qui est le fonds de tête, est à plus de 15% aussi de performance depuis le début de l'année au moment où on se parle. Bon, j'imagine qu'on retrouve tout sur votre site, pour ceux qui auraient des questions. Bien évidemment. Merci beaucoup Stéphane de cette présentation, puis à bientôt, vous viendrez nous raconter comment évolue cet univers chinois. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Dernière séquence de cette émission, les SCPI. On en parle tout de suite avec Jérémy Shore.